C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Disposition dérogatoire à la limite d'âge d'accès à la fonction publique pour le recrutement aux emplois publics vacants dans le secteur de la santé. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Vous suivrez dans ce journal le point des autres décisions prises au cours de cette session hebdomadaire. Les députés de la 9e législature reprennent le chemin de l'hémicycle ce jeudi 27 février 2025. C'est dans le cadre de la première session extraordinaire au titre de l'année 2025. Au menu des échanges, 7 points seront inscrits à l'ordre du jour. On en parle dans cette édition. Hors de nos frontières, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a annoncé hier mardi que le Royaume-Uni suspendra la plupart de ses aides au Rwanda, et ce jusqu'à ce que des progrès significatifs soient faits. Londres dénonce la prise de Goma et Bukavu par le M23 et des forces de défense rwandaises. Des précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir, les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 26 février 2025 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée comme il est de coutume par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note les mesures incitatives aux praticiens spécialistes, aux médecins spécialistes et aux médecins généralistes. La disposition dérogatoire à la limite d'âge d'accès à la fonction publique pour le recrutement aux emplois publics vacants dans le secteur de la santé. Des modalités de redéploiement par suspension de contrat des agents contractuels de droit public, détenteurs de contrats à durée déterminée pour servir dans une structure publique ou parapublique dans le secteur de la santé. La création, attribution et composition du comité de pilotage des comités de préfiguration des musées, la création de la réunion des musées publics et approbation de ces statuts. Dans le registre des communications, on note l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme dans 21 communes du Bénin. La mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction du Centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Cotonou. Au titre des autres mesures individuelles, le Conseil a également procédé à des nominations au ministère de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance et enfin au ministère des Sports. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé.
Un nouveau président à la tête du Conseil économique et social CES. Il s'agit de Conrad Baguidi, élu ce mercredi 26 février 2025. Le président de la 7e mandature du Conseil économique et social du Bénin, Conrad Baguidi, a été élu à la tête d'un bureau de 3 membres pour diriger l'institution par ses pairs. Désigné par le chef de l'État Patrice Talon, Conrad Baguidi a été désigné en même temps que plusieurs autres personnalités par décret en date du 11 décembre 2024 suite à la réforme opérée au niveau du CES. Pour rappel, le CES est appelé à renforcer le dialogue social et à promouvoir la gouvernance participative des éléments essentiels pour la paix et la cohésion nationale. Dans un autre registre, le Bénin à nouveau endeuillé. Il s'agit du décès du préfet du département du Zou, Firmin Couton, ce mardi 25 février 2025 des suites d'une crise. Selon les informations, le préfet participait à une réunion au ministère de la décentralisation à Cotonou lorsque la crise est survenue. Conduit de toute urgence au centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga, CNHU HKM de Cotonou, il a rendu l'âme dans les instants qui ont suivi. Un décès qui intervient quelques jours après celui tragique du ministre des Enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle Yves Tchabi Kouaro ainsi que son garde du corps. D'une information à une autre, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin au titre de l'année 2025 s'ouvre ce jeudi 27 février. Au menu des échanges, 7 points seront inscrits à l'ordre du jour. Le premier dossier concerne le projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Seront également au menu des travaux le projet de loi cadre sur la construction et l'habitation et celui relatif à la loi portant modification de la loi numéro 2022-05 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême. Le projet de loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Aussi, feront également l'objet d'examen. L'examen du projet de loi portant dispositions spéciales de procédure relative à l'organisation et la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agence judiciaire de l'État, ainsi que celui du projet de loi portant autorisation d'adhésion du Bénin au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013. Le dernier projet vise à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des tests imprimés ou des œuvres publiées. Rappelons que ces assises sont prévues pour une durée de 15 jours. Autre information dans cette édition, le ministre conseiller en charge des infrastructures et du cadre de vie, Jacques Ayadji, est allé au contact des acteurs du secteur du transport routier. C'était ce mardi 25 février 2025 à la direction du transport terrestre et de l'aviation DTTA, en présence des cadres du ministère du cadre de vie et des transports, du préfet de l'Atlantique, du directeur général de la police républicaine. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur les défis et trouver les pistes de solutions pour améliorer la sécurité routière tout en réduisant les cas d'accidents. Une occasion pour les acteurs de faire part de leurs préoccupations. La rencontre a également permis d'aborder le projet concernant le lancement du centre de traitement des contraventions CTC, la réduction de la vitesse sur les routes et la professionnalisation du métier du transport.
Dans un autre registre, tenu du 19 au 28 février 1990 à l'hôtel PLM Alejo de Cotonou, la conférence des forces vives de la nation a ouvert la voie à la démocratie au Bénin, voire en Afrique. Ce 26 février, Quentin Amoussou nous replonge dans l'histoire et rappelle les décisions prises dans les derniers jours de la dite conférence. Suivons ensemble. Mathieu Kérékou, arrivé au pouvoir le 26 octobre 1972 par un coup d'État militaire, a fondé en 1975 avec la République populaire du Bénin un régime révolutionnaire d'inspiration marxiste-léniniste. La stabilité de ce régime contraste avec l'instabilité de la période précédente de 1960 à 1972. On recense alors 3 constitutions régulières et 3 chartes et une valse de 14 chefs d'État portant différents titres dont 2 seulement ont été régulièrement élus. Cependant, la répression politique et la faillite économique provoquent un mécontentement qui tend à se généraliser. Pourtant, en dépit de nombreuses manifestations et de plusieurs tentatives de coup d'État, le général Kérékou est réélu le 2 août 1989, mais à la fin de cette année, en 1989, les 6 et 7 décembre, l'agitation sociale et le désordre conduisent le président à renoncer au marxisme-léninisme comme doctrine officielle de l'État et a accepté de convoquer une conférence chargée de proposer des réformes et d'apaiser les opposants. C'est ainsi que la Conférence nationale des forces vives de la nation réunit 721 délégués représentant partis, syndicats, églises, associations, sous la présidence de l'évêque de Cotonou, Monseigneur Isidore de Souza, du 19 au 28 février 1990. Dans l'armée, un fort courant dont le colonel Kouandété, spécialiste du coup d'État, se fera le porte-parole menaçant, refuse d'envisager un changement de régime. La conférence refuse de s'en tenir à un rôle consultatif, proclame sa souveraineté et décide d'élaborer de nouvelles institutions politiques. Le président Kérékou compte bien rester en place mais refuse le bain de sang que provoquerait la répression du mouvement populaire. Il accepte alors un compromis. Il reste en fonction durant la période de transition, mais la Constitution de 1977 est abrogée. Le 1er mars, la dénomination de l'État devient République du Bénin. Une nouvelle constitution élaborée par une commission indépendante sera proposée au référendum. Un gouvernement de transition dirigé par Nicéphore Soglo est formé et le 9 mars, un Haut Conseil de la République composant 27 membres est installé. Présidé par Monseigneur de Souza, il fait office de Parlement de transition. Le 21 mai, il adopte une loi numéro 90-009, très détaillée en 100 articles, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition. Promulguée le 28 mai, cette loi devrait s'appliquer jusqu'à la date du référendum sur le projet de constitution prévu pour le 13 août, mais la mauvaise organisation de l'administration ne permet pas l'organisation du référendum à la date prévue et une nouvelle loi de transition plus courte mais similaire à la précédente est mise en place. La commission constitutionnelle, présidée par le juriste Maurice Ahanzo-Glélé, adopte un avant-projet de constitution le 9 août. Le référendum a finalement lieu le 2 décembre 1990 et les nouvelles institutions sont mises en place au début de 1991. Battu par Soglo, Kérékou s'incline devant le résultat du scrutin présidentiel le 24 mars 1991, mais il sera élu en 1996 et paisiblement réélu en 2001. Le coaching est une méthode d'accompagnement personnalisé destinée à aider les enfants, les adolescents, les élèves qui rencontrent à un certain moment de leur parcours scolaire un manque de motivation, de sens pour les études, des problèmes d'organisation ou encore la gestion du stress. Comment se faire le coaching pour enfants? En quoi est-il différent du coaching pour adultes et comment s'y prendre? Élément de réponse avec le coach et directeur exécutif du Kids Speaker
programme Gérardo, Marcos Kodjo. Il s'exprime au micro de Nansirena Fatoumbi, Francis Farami et de Quentin Amousson. Quand on parle de coaching en général, c'est amener une personne à avoir une meilleure version d'elle-même, à se surpasser, à faire ce qu'il ou qu'elle ne pouvait pas faire précédemment. Donc le coach est celui-là qui motive, celui-là qui enseigne, celui-là qui montre à son coaché des stratégies, des mesures à prendre, des mécanismes pour pouvoir mieux se découvrir, aller au-delà de ses talents, aller au-delà de toutes ces choses qu'il ou qu'elle n'arrivait pas à faire précédemment. Les enfants sont différents des adultes, donc certainement la manière de coacher, elle est différente. Vous savez, un enfant par exemple, si tu ne sais pas parler, tu ne sais pas lui parler, très rapidement, il peut prendre autrement ce que tu dis et cela peut constituer alors un blocage, peut constituer, comment dirais-je, quelque chose qui le bloque dans sa tête et qui ne l'amène plus à t'écouter. Donc avec les enfants, il faut vraiment la délicatesse, il faut être en même temps doux avec eux, il faut être en même temps rigoureux, il faut être en même temps exigeant. Donc c'est tout un équilibre en fait qu'il faut trouver pour pouvoir amener les enfants à comprendre, à internaliser ce que tu leur enseignes et à pouvoir les amener d'un point A à un point B en internalisant les améliorations que tu leur apportes. Donc c'est tout un art, c'est tout un dispositif, c'est tout un mécanisme que nous mettons en place au niveau du Key Speaker Programme pour pouvoir amener les enfants à internaliser les compétences que nous leur enseignons. Nous amenons les enfants, par exemple, qui sont timides, des enfants qui ont du mal à prendre la parole en public, à avoir, après nos séances, des capacités de pouvoir parler en public, de pouvoir répondre aux exigences de leur temps. Nous sommes dans un monde en pleine mutation et donner en fait ces compétences-là aux enfants, les amener par exemple à savoir prendre la parole en public, à savoir défendre leur point de vue, à avoir quand même des aptitudes de leadership qui leur permettent quand même d'être des enfants épanouis, des enfants qui deviendront certainement des adultes de demain et ayant alors des prédispositions pour pouvoir mieux gérer et mieux faire les choses. Donc nous les accompagnons dans ce processus-là. Et puis on parle religion, sinon spiritualité. Les chefs religieux et spirituels sont des personnes reconnues officiellement par une organisation religieuse comme leur leader ou des personnes que les membres d'une communauté reconnaissent. Faut-il faire et croire aux révélations des chefs religieux et spirituels? Élément de réponse avec quelques citoyens béninois qui ont répondu à ces différentes interrogations au micro de Nansirena Fatoumbi, Francis Farami et Quentin Amousson. Dieu a son plan pour chacun de nous. Le fait que Dieu a son plan pour chacun de nous, nous devons laisser Dieu faire son plan. Comment se fait-il que vous allez me dire que l'homme de Dieu peut te conseiller? Il va te conseiller en quoi? J'ai vécu l'amour que je vis. Il n'a pas vécu ça avec moi. Ou bien, c'est moi qui ai vécu cet amour-là. C'est moi qui sais ce que j'ai enduré. Maintenant, je viens l'en parler, lui, que j'ai eu tant. Comment il peut me guérir? Vous ne devez pas croire à tout ce qu'ils vous disent. Parce que, bon, chez nous, les musulmans, on est un peu différents de vous. Mais parmi nous aussi, il y a des musulmans photocopies. Il y a des musulmans photocopies falsifiés qui s'adonnent à ce genre de choses. Est-ce que vous voyez, il y a d'autres, tout simplement, ils profitent de la naïveté de certaines personnes. Ce qui est bon, des fois, on ne vous dit pas ça. Pour mélanger les gens, on dit tel vous avez, pour être contre la personne. Celui qui viendra te mentir pour dire, au lieu de dire, par exemple, tu dois te marier à 4 femmes. La personne vient te dire, tu ne dois pas te marier à 4 femmes, tu dois avoir une seule femme. Dans le même temps, lui, il va se marier à 4 femmes. La faute est à qui? Tout le monde cherche à être homme de Dieu.
même les vaudounos, les chefs fétiches, c'est des hommes de Dieu. Même les Big Bawiwe, c'est des hommes de Dieu. Mais il ne faut pas croire à tout, il faut faire la distinction. Pourquoi Dieu nous a créés alors? Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le connaître d'abord et l'adorer après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas pu connaître les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut te poser cette question. Et puis on parle société à présent. L'amitié peut être définie comme un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. À la question de savoir si l'on doit changer ou pas ses fréquentations lorsque ou une partenaire nous le demande. Élément de réponse avec quelques citoyens béninois qui ont répondu au micro de nos reporters. Si je dois l'écouter d'abord, ça dépend aussi de la manière dont elle me dit ça. Parce que sa manière de me le dire, cela va me permettre d'exécuter ou bien de trouver quelque chose à lui dire. Mais dans le cas échéant, je lui refuse catégoriquement. Si ma femme me demande par exemple d'éviter certains amis à cause de leur influence sur moi ou bien à cause de leur comportement, bon, là c'est pas une copine, c'est une femme déjà, elle est déjà sous mon toit, alors je peux l'écouter dans plusieurs conditions. La première condition chez moi c'est que elle connaît la réalité des faits. Elle sait que ses amis avec qui je traîne, ses amis ne me permettent pas d'aller loin. Si c'est ça, et elle m'a dit ça, en douceur bien sûr, elle m'a appelé peut-être un très beau matin, ou un matin bonheur, elle m'a appelé en me disant d'éviter ses amis. Je peux toutefois l'écouter. Si l'homme aime sa femme, il peut écouter, même pas carrément. Ils peuvent mettre ses amis à côté et suivre l'ordre de sa femme. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver et que les comportements que j'ai avant peuvent commencer par changer. Et ma petite amie aurait su. Si ce n'était pas le cas, elle ne peut pas me dire de bannir ces gens d'amitié. Moi, j'aime pas trop à me balader dans les buvettes et autres. J'aime les sorties, mais trembler, oui, mais pas avec les amis qui ne veulent rien m'apporter. Exemple, je suis avec mon ami maintenant. On travaillait à côté au Sénatu là. Donc, on a voulu visiter l'Amazone. Au moins c'est pour un but, au moins pour se distraire. Mais si c'est pour aller boire, faire des désordres, je ne suis pas dedans. Quand tu sortais avec une fille, par exemple, et ton petit ami, pour ne pas dire ton ami, n'aime pas, il peut causer autrement avec elle. Ce qui fait que, bon, on peut éviter certains amis. C'est une question de choix. Je vais me poser la question, est-ce que les amis avec qui je traîne, c'est évidemment des amis qui peuvent me nuire? Si c'est ça, alors je vais essayer de les éviter. Si par exemple c'est des amis avec qui je traîne partout dans les bars, ou bien ils viennent chez moi, ils m'empêchent d'aller au boulot, on ne fait que faire des débats inutiles, faire des sorties inutiles. Et la femme, je dois nourrir la femme qui est là. Si j'ai des enfants par exemple, je dois les nourrir eux tous. Alors je suis obligé d'écouter ce que ma femme est en train de dire. Et puis hors de nos frontières, les conseillers municipaux et provinciaux tchadiens étaient appelés aux urnes ce mardi 25 février 2025 afin d'élire leurs sénateurs. Selon les résultats provisoires de l'Agence nationale des élections ANGE, le parti au pouvoir l'emporte à une écrasante majorité, 45 sur 45 des 46 sièges. Seul parti d'opposition représenté est le Rassemblement national des démocrates tchadiens, le Réveil, en abrégé RTDN, le Réveil d'Albert Parimi, qui remporte un siège dans sa province du Mayo, Kébi-Ouest. Les partisans de sa formation dénoncent par ailleurs des irrégularités dans la ville de Mondo au sud du pays où ils demandent un recomptage des voix. Les 23 sénateurs restants seront nommés par le président de la République tchadienne.
Élus pour une durée de 6 ans, ils représenteront les collectivités autonomes. À 40 ans, le président Mahamat Idriss Déby s'offre un boulevard pour gouverner. Élu au premier tour de la présidentielle de mai 2024 avec 61% des voix, il dispose également d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Installés début février, les députés seront suivis par les conseillers communaux et provinciaux qui prendront leur poste ce mercredi, mettant ainsi fin à une transition politique de 2 ans. Direction l'Est de la RDC à présent, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a annoncé hier mardi que le Royaume-Uni suspendra la plupart de ses aides au Rwanda et ce, jusqu'à ce que des progrès significatifs soient faits. Londres dénonce la crise de Goma et Bukavu par le M23 et les forces de défense rwandaises. Les suspensions concernent plusieurs domaines comme l'aide financière bilatérale directe au gouvernement rwandais, les formations militaires ou encore les activités de promotion commerciale avec le Rwanda. Seuls les programmes destinés aux plus pauvres et plus vulnérables seront sauvegardés. Une décision jugée regrettable et irraisonnable par le gouvernement rwandais qui affirme que Londres a clairement choisi son camp dans le conflit. Les mesures punitives annoncées par Londres sont regrettables pour Kigali qui déclare qu'elle n'aide en rien la RDC et ne contribue pas à la recherche d'une solution politique durable. Notons que les annonces britanniques interviennent moins d'une semaine après la décision du Trésor américain de sanctionner le ministre de la Coopération régionale, James Kabarebe, présenté comme un acteur central du soutien de Kigali au groupe armé du M23. Les deux pays avaient notamment conclu un accord qui prévoyait l'envoi de migrants en situation irrégulière sur le sol britannique vers le Rwanda. Un accord suspendu par le nouveau gouvernement britannique pour lequel le Royaume-Uni avait déjà déboursé près de 280 millions d'euros. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZA.